Ils pensaient qu'ils avaient affaire à un simple convoi, un chargement banal de ciment et de matériaux de construction, mais ce qu'ils ont découvert sous le voile de la poussière, à un poste de contrôle de la frontière, allait changer le destin du Burkina Faso. Des explosifs, du cyanure, des médicaments contrefaits, des armes cachées en pleine vue, prêtes à déstabiliser tout un pays. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, l'histoire de cette découverte allait marquer un tournant dans la lutte pour la souveraineté du pays. Mais ce qui a véritablement été en jeu, c'était bien plus que la simple sécurité nationale. Ibrahim Traoré pouvait-il vraiment protéger son peuple sans l'aide extérieure? La réponse se trouvait dans ce camion. À l'automne 2022, le Burkina Faso était à un carrefour historique. Sous la gouvernance instable, le pays faisait face à des menaces multiples, des attaques terroristes, des crises humanitaires et une corruption rampante. Mais une nouvelle ère était sur le point de commencer. Le capitaine Ibrahim Traoré, un jeune militaire, prit les rênes du pays, prêchant la dignité et la souveraineté face à un monde extérieur qui souvent se tournait vers l'Afrique avec une vision de dépendance. Il promit de reconstruire l'État burkinabé, de redonner au peuple la fierté et la sécurité qu'il avait perdue. Mais cette promesse n'était pas sans risque. Alors que les défis géopolitiques s'intensifiaient dans le Sahel, la question de savoir si le Burkina Faso pouvait réellement se défendre seul se posait avec acuité. La nation allait-elle succomber sous la pression ou réussir à relever le défi? Avec la découverte de ce convoi, tout le pays comprit que la réponse à cette question se trouvait dans la capacité de son peuple et de son capitaine à défendre non seulement ses frontières physiques, mais aussi son âme. Le convoi intercepté n'était pas simplement une cargaison ordinaire. Ce qui semblait être un simple camion transportant des matériaux de construction dissimulait une menace invisible mais mortelle. À l'intérieur, des fûts scellés contenant des explosifs et du cyanure, des substances capables de semer la destruction dans tout le pays. Les autorités douanières, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ne se doutaient pas qu'ils se retrouvaient au centre d'une opération de contrebande bien plus complexe qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme une nation vulnérable du Sahel, avait déjà fait face à des coups d'État et des menaces terroristes. Cependant, depuis l'ascension de Traoré, une transformation silencieuse était en cours. Le pays, autrefois victime de la violence et de la pauvreté, commençait à se réorganiser. Le capitaine Traoré n'était pas seulement un militaire, il était devenu le symbole d'une résistance grandissante contre l'influence étrangère. Dans les coulisses du pouvoir, des réformes profondes étaient en train de se mettre en place. Les points de contrôle qui étaient autrefois des points de faiblesse, servant de passage à des réseaux criminels, étaient maintenant fortifiés par des mesures de sécurité accrues. Sous sa direction, la frontière du Burkina Faso était devenue plus qu'une simple ligne de démarcation géographique. C'était désormais un bastion de défense de la souveraineté nationale. Les douaniers, autrefois négligés et corrompus, se retrouvaient à jouer un rôle crucial dans la protection du pays. L'interception de ce convoi marqua un tournant décisif dans cette guerre silencieuse. Mais derrière cet acte héroïque se cachait une question beaucoup plus profonde. Le Burkina Faso pourrait-il réellement se protéger sans l'aide des puissances extérieures? Le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas seulement un leader militaire, il était un symbole vivant de la transformation du Burkina Faso. À 35 ans, il n'avait ni l'expérience des dirigeants traditionnels, ni les ressources des puissances étrangères. Pourtant, son charisme et sa vision ont réussi à rallier les civils et les militaires derrière lui. En un temps record, il redéfinissait le rôle de l'État dans la vie quotidienne du peuple burkinabé, faisant de chaque fonctionnaire, de chaque soldat et de chaque citoyen un acteur clé dans la défense de la nation. Sous son commandement, les structures de sécurité du pays ont été entièrement réorganisées. Les postes frontaliers, autrefois des lieux de corruption et de passage pour les trafiquants, sont devenus des forteresses de vigilance. Dans cette nouvelle ère, les douaniers et les officiers de sécurité ne se contentaient plus de faire respecter la loi. Ils protégeaient la souveraineté du pays. Ce changement de mentalité a été crucial. En pleine crise, où le pays était assiégé par des groupes insurgés et des réseaux de contrebande,
Chaque action du capitaine Traoré était pensée pour renforcer le tissu national, pour assurer que le Burkina Faso ne dépende plus de l'extérieur, mais qu'il se relève par ses propres forces. Lors de l'interception du convoi, c'était plus qu'une victoire militaire, c'était une déclaration. Une déclaration que le Burkina Faso, sous la houlette de Traoré, pouvait faire face à ses ennemis, aussi bien visibles qu'invisibles. Mais les défis étaient loin d'être terminés. La véritable bataille venait juste de commencer. La protection du pays contre l'infiltration étrangère et les dangers internes. Le 1er janvier 2023, un convoi suspect a franchi la frontière sud du Burkina Faso. Sur le papier, il transportait des matériaux de construction, une cargaison apparemment inoffensive. Mais au fur et à mesure que les agents de douane déchargeaient le camion, une découverte choquante a été faite. Des fûts scellés, soigneusement camouflés sous une épaisse couche de ciment, renfermant des explosifs et du cyanure, des matériaux capables de détruire des communautés entières. Cette saisie inattendue n'était que le début d'une chaîne d'événements qui allait secouer le pays. Dès la découverte, le capitaine Ibrahim Traoré a mobilisé des équipes de renseignement et des militaires pour enquêter sur la portée de ce trafic. Il était clair que ce n'était pas un simple convoi de contrebande. C'était un réseau sophistiqué, impliquant des acteurs à la fois locaux et étrangers, cherchant à déstabiliser la nation. Traoré savait que le pays ne pourrait pas se défendre en restant isolé. Cependant, cette affaire allait marquer un tournant décisif dans sa stratégie de renforcement de la souveraineté nationale. Les investigations ont révélé un système bien rodé de contrebande. Des produits chimiques, des armes et des médicaments contrefaits circulaient librement, traversant la frontière à des points de contrôle corrompus. Sous le commandement de Traoré, une unité spéciale a été formée pour démanteler ce réseau. En moins de 3 mois, des actions coordonnées ont permis de saisir plusieurs autres cargaisons suspectes, toutes reliées à la même organisation criminelle. Les autorités burkinabées ont agi avec discrétion et efficacité pour éviter que ces informations ne fassent l'objet de fuites. Le choc pour la nation ne résidait pas seulement dans la gravité de la découverte, mais dans la révélation d'un vaste système de déstabilisation. En étudiant les cargaisons saisies, les autorités ont découvert des liens avec des groupes insurgés opérant dans la région du Sahel. Les explosifs, le cyanure et les armes n'étaient pas destinés à la vente. Ils étaient destinés à être utilisés dans des attaques ciblées contre des infrastructures vitales. Ce n'était plus une simple question de contrebande, c'était une guerre silencieuse menée depuis l'intérieur du pays. Avec ces révélations, Traoré a pris des mesures décisives. Il a intensifié la surveillance des frontières et mis en place de nouvelles procédures de contrôle en collaboration avec les autorités locales et les populations rurales. Mais la véritable victoire résidait dans la mobilisation populaire. Les Burkinabés ont commencé à voir la lutte contre la contrebande et les menaces internes comme un combat national, un combat pour la survie de leur pays. L'impact immédiat de cette action a été puissant. Les groupes criminels ont été contraints de ralentir leurs activités et l'opinion publique, qui commençait à se résigner à la violence et à la corruption, a retrouvé une nouvelle forme d'espoir. Mais cette victoire ne faisait que poser les bases d'un conflit plus vaste, un conflit pour la souveraineté qui allait se jouer sur plusieurs fronts. Le Burkina Faso venait de franchir une étape décisive dans sa lutte pour se protéger et pour reconstruire un État digne de ce nom. Mais la route était encore longue et semée d'embûches. Les chiffres dévoilés lors des enquêtes ont révélé une situation bien plus complexe que ce que les autorités avaient imaginé. Le premier lot de saisie contenait des matières dangereuses d'une valeur estimée à près de 2 millions de dollars d'Okitat. Ce chiffre, bien que choquant en soi, ne représentait qu'une fraction de l'ampleur du réseau. Les autorités burkinabées ont découvert que des cargaisons similaires avaient traversé les frontières à plus de 20 reprises au cours des 12 derniers mois. Chaque convoi était estimé à plus de 150 tonnes de produits, dont des explosifs et des substances chimiques hautement toxiques, destinées à être utilisées dans des attaques ciblées. Les analyses menées par les autorités militaires ont montré que les explosifs découverts pouvaient causer des destructions massives.
En termes quantitatifs, les stocks saisis auraient suffi à fabriquer 10 bombes de grande envergure capables de détruire des bâtiments gouvernementaux et des infrastructures clés dans plusieurs régions du pays. Le cyanure découvert, quant à lui, était suffisant pour empoisonner l'eau potable d'une ville de 500 000 habitants, un danger potentiel pour des millions de vies. Les agents de renseignement ont également mis en lumière une série de données financières reliées à ce réseau. Plus de 50 comptes bancaires, à la fois locaux et internationaux, ont été associés à des transactions suspectes. Ces comptes ont facilité des transferts d'argent à hauteur de 4 millions de dollars destinés à financer l'achat d'armes et de produits chimiques. Ce montant a été réparti sur plusieurs mois, ce qui suggère une organisation extrêmement bien structurée et une capacité à opérer en toute discrétion. En plus de l'aspect matériel, les autorités ont également documenté un modèle de comportement récurrent dans les activités des contrebandiers. Les camions chargés de substances dangereuses franchissaient la frontière principalement pendant la nuit, entre 22h et 3h du matin, quand les points de contrôle étaient moins surveillés. Des témoins ont confirmé que ces convois suivaient toujours des itinéraires spécifiques à travers des routes peu surveillées, souvent sous le couvert de faux papiers et de cachets contrefaits. Cette organisation criminelle semblait connaître les failles du système de sécurité et en tirer profit. Le plus choquant parmi toutes les découvertes fut la reconnaissance d'un schéma coordonné de financement par des groupes armés opérant dans le Sahel. En recoupant les informations obtenues grâce à des interceptions téléphoniques et des analyses des appels, les services de renseignement ont révélé que plusieurs groupes terroristes avaient été en communication avec les trafiquants, cherchant à acquérir ces explosifs et substances pour alimenter leur guerre contre les États de la région. Les autorités burkinabées ont agi rapidement pour neutraliser ce réseau. Grâce à une coordination avec les forces de sécurité voisines et à l'activation de leurs alliés militaires, plusieurs membres du groupe de contrebande ont été arrêtés et interrogés. Leurs aveux ont permis de démanteler une partie du réseau, mais beaucoup restait encore à faire. Les captures ont permis de récupérer des documents internes précisant des échanges financiers et logistiques avec des organisations internationales. Le véritable enjeu était désormais de comprendre l'étendue de cette menace et d'agir avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Dans le contexte de cette crise, certains analystes ont soutenu que le Burkina Faso, même avec une vigilance accrue et une action militaire renforcée, ne pourrait jamais se protéger pleinement sans un soutien extérieur. Ces experts ont souligné que les ressources limitées du pays, couplées à la fragilité de ses institutions, rendaient impossible une défense durable contre les réseaux criminels internationaux et les groupes armés opérant dans le Sahel. Selon eux, la coopération internationale était indispensable pour lutter contre ces menaces. Sans l'aide des puissances étrangères, qu'il s'agisse de soutien militaire, de financement ou de renseignement, le Burkina Faso risquait de sombrer à nouveau dans l'anarchie. Cependant, la réponse du capitaine Ibrahim Traoré à ces préoccupations a été claire. Plutôt que de chercher une solution externe, il a misé sur le renforcement des capacités locales et sur une souveraineté retrouvée. Le Burkina Faso, selon lui, devait arrêter d'attendre un sauveur venu de l'extérieur et se préparer à prendre son destin en main. Cette approche a trouvé un écho auprès de nombreux citoyens burkinabés, qui en avaient assez de la dépendance à l'aide humanitaire et militaire. Traoré a réorganisé l'armée, modernisé les infrastructures de sécurité et mis en place une structure de coopération entre civils et militaires pour renforcer les capacités locales. La question clé était de savoir si cette stratégie serait suffisante pour affronter les réseaux criminels qui s'étendaient bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les observateurs internationaux ont souvent souligné la difficulté de maintenir une telle approche sans les ressources des nations occidentales ou des institutions multilatérales. Cependant, le capitaine Traoré a argumenté que la clé résidait dans la cohésion nationale. En mobilisant tous les acteurs de la société, du simple citoyen au soldat, le Burkina Faso pourrait non seulement repousser les menaces extérieures, mais aussi renforcer son tissu social et politique, créant ainsi une résilience durable. Les premiers résultats de cette approche étaient déjà visibles. Les saisies de cargaisons suspectes étaient en hausse, les points de contrôle renforcés
et les populations locales plus engagées dans la protection de leur communauté. Bien que des obstacles demeuraient, Traoré et son équipe croyaient fermement que cette voie, bien que difficile, était la seule capable de garantir un avenir autonome et sécurisé pour le Burkina Faso. En fin de compte, leur vision était simple. La véritable souveraineté n'était pas seulement une question de sécurité militaire, mais aussi de dignité et de contrôle sur le destin du pays. La découverte de la cargaison explosive n'était pas un simple coup de chance. Elle a révélé l'ampleur d'un réseau beaucoup plus vaste et plus menaçant qu'imaginé. Mais au-delà de cette première victoire, un secret encore plus profond commençait à émerger. La véritable menace ne résidait pas uniquement dans les groupes armés externes, mais dans un système de corruption interne qui facilitait la contrebande et l'infiltration. Ce réseau n'était pas composé seulement de trafiquants et d'insurgés, mais de fonctionnaires complices, de civilisés, absents du radar, tous liés par un but commun, affaiblir la souveraineté du pays. Ce que les autorités burkinabées avaient d'abord pris pour une série de cas isolés était en réalité une opération coordonnée de grande envergure visant à subvertir l'État depuis l'intérieur. Les premiers indices révélaient des connexions entre des membres de la douane et des acteurs extérieurs, des transactions financières suspectes et une gestion délibérément laxiste des points de contrôle. Traoré et ses alliés ont dû faire face à cette réalité inconfortable. Le plus grand danger du Burkina Faso venait de l'intérieur même de ses institutions. L'impact de la découverte de cette contrebande a été immédiat et radical. Ce qui avait commencé comme une simple saisie de cargaison s'est transformé en une prise de conscience collective de l'ampleur de la menace qui pesait sur le Burkina Faso. D'un point de vue sécuritaire, cette révélation a poussé le pays à adopter des mesures de sécurité renforcées à tous les niveaux. Les points de contrôle ont été modernisés et des équipes spéciales ont été formées pour surveiller de plus près les routes de passage utilisées par les contrebandiers. Mais au-delà des réformes visibles, cette situation a eu des répercussions profondes sur le tissu social et politique du pays. Le plus grand changement résidait dans la perception de la souveraineté. Les Burkinabés, jusque-là pris dans un cercle vicieux de dépendance extérieure, ont commencé à se voir comme les acteurs principaux de leur propre destin. Ibrahim Traoré, par ses actions, avait non seulement réaffirmé la capacité du pays à se défendre, mais il avait également ravivé un sentiment de fierté nationale. Les citoyens ont commencé à comprendre que leur sécurité ne pouvait être confiée à des puissances étrangères, mais devait être construite sur la base de leur propre résilience. Pour les populations locales, cela signifiait plus qu'un simple renforcement de la sécurité. Les réformes économiques et administratives introduites par Traoré ont permis de créer des opportunités d'emploi, de renforcer les infrastructures et d'améliorer la qualité de vie. Les jeunes, notamment, ont trouvé une nouvelle forme de dignité dans l'idéologie du capitaine qui encourageait non seulement la vigilance, mais aussi la participation active à la construction d'un avenir autonome. Cependant, cette transition vers une plus grande indépendance n'était pas sans défi. Les attaques de groupes armés se sont intensifiées et les tensions géopolitiques dans la région du Sahel ont continué d'exercer une pression constante sur le Burkina Faso. Mais le plus grand défi résidait dans l'intégration de ces réformes au sein d'un système politique qui avait longtemps été affaibli par la corruption et le clientélisme. Le processus de décentralisation des pouvoirs et la redistribution des ressources était nécessaire pour garantir que le pays ne retombe pas dans les anciennes habitudes. Pour les élites internationales, le message était clair. Le Burkina Faso était prêt à se battre pour sa souveraineté. Mais la communauté internationale devait aussi prendre conscience de l'importance de soutenir ce processus de manière constructive. La réalité était que les réformes internes, aussi efficaces soient-elles, ne suffiraient pas si le pays était abandonné à son sort face aux nombreux défis du Sahel. À mesure que le Burkina Faso poursuivait son chemin vers une souveraineté retrouvée, les experts en géopolitique et sécurité ont commencé à envisager plusieurs scénarios pour les mois à venir. Chacun de ces scénarios dépendait de la manière dont le pays réussirait à naviguer entre ses ambitions d'indépendance et les défis considérables auxquels il faisait face. Dans un scénario de base, l'autonomie consolidée. Le scénario de base envisage une continuité des réformes initiées par Ibrahim Traoré.
Dans cette trajectoire, le Burkina Faso réussirait à consolider ses gains en matière de sécurité et à renforcer ses institutions internes. Les points de contrôle, sous un contrôle renforcé, limiteraient l'infiltration de substances dangereuses et d'armements, tandis que les communautés locales continueraient à jouer un rôle essentiel dans la défense du pays. Les réformes administratives se poursuivraient, permettant une meilleure distribution des ressources et une décentralisation accrue du pouvoir. Cette situation pourrait permettre au Burkina Faso de devenir une nation plus autonome, avec une réduction significative de la dépendance extérieure, tout en continuant à lutter contre les menaces internes et externes. Dans une perspective plus optimiste, un modèle de résilience pour la région. Dans le meilleur des cas, le Burkina Faso pourrait émerger comme un modèle de résilience pour d'autres nations du Sahel. Les réformes réussiraient à renforcer non seulement les capacités militaires et de sécurité, mais aussi la cohésion sociale et l'économie locale. En coopérant avec ses voisins, notamment le Mali et le Niger, le Burkina Faso pourrait devenir un pôle de stabilité dans une région chaotique. Le capitaine Traoré, avec son leadership, pourrait convaincre ses alliés africains et internationaux de soutenir un modèle de sécurité fondé sur l'autosuffisance et la solidarité régionale. Dans ce scénario, le Burkina Faso se verrait respecté par les puissances mondiales, non pas pour sa dépendance, mais pour son courage et sa capacité à se défendre seul. Dans une perspective plus sombre, l'escalade de la violence et l'isolement. En revanche, dans un scénario plus sombre, le Burkina Faso pourrait faire face à une intensification de la violence, à la fois de la part des groupes armés et des réseaux criminels. Le renforcement des mesures de sécurité pourrait entraîner une escalade des attaques terroristes, particulièrement ciblant les zones rurales et les infrastructures essentielles. En cas d'échec des réformes internes et d'une incapacité à contenir les menaces, le pays risquerait de se retrouver isolé, à la fois politiquement et économiquement. Cette situation pourrait entraîner une perte de soutien populaire et une déstabilisation qui nuirait gravement aux progrès réalisés. L'isolement géopolitique et la pression croissante des puissances extérieures pourraient alors pousser le Burkina Faso à se tourner vers des solutions plus radicales, entraînant une dépendance accrue à l'égard de puissances étrangères ou des entités non étatiques. L'histoire du Burkina Faso ne se limite pas à une simple lutte pour la souveraineté. C'est l'histoire d'un peuple qui, longtemps marginalisé et opprimé, a décidé de prendre son destin en main. Le capitaine Ibrahim Traoré, à travers ses actions courageuses, a redonné au peuple burkinabé une nouvelle forme de dignité et de fierté. Mais cette transformation n'est pas uniquement politique ou militaire. Elle touche profondément la société tout entière. Ce qui se passe au Burkina Faso est un appel à la résilience pour tous les peuples d'Afrique et au-delà. C'est un modèle de lutte contre l'injustice, contre l'oppression et contre l'ingérence extérieure. Le pays montre qu'il est possible de surmonter les défis, même dans les moments les plus sombres. En soutenant la lutte de Traoré, les citoyens burkinabés ont prouvé que la véritable force d'une nation réside dans son unité, dans sa capacité à se relever, peu importe les obstacles. Ce n'est pas seulement une question de sécurité ou de politique, c'est une question de justice et de dignité humaine. Pour vous, spectateurs ou lecteurs, cette histoire soulève une question essentielle. Combien de fois avons-nous, en tant que société, accepté des solutions imposées de l'extérieur sans remettre en question notre capacité à résoudre nos propres problèmes ? L'histoire du Burkina Faso nous invite à repenser ce que signifie être souverain, à réfléchir à ce que nous pouvons accomplir lorsque nous choisissons de ne pas attendre un sauveur, mais de nous lever ensemble. Le chemin vers la souveraineté du Burkina Faso, tel que envisagé par Ibrahim Traoré, repose sur une série de mesures stratégiques visant à renforcer les institutions nationales et à créer un environnement de sécurité durable. Ce processus ne peut être achevé du jour au lendemain, mais il existe plusieurs étapes clés qui, une fois mises en place, permettront au pays de réaliser son objectif d'autonomie et de stabilité. Pour commencer, renforcement de la sécurité nationale. Le premier pas est l'amélioration des infrastructures de sécurité à travers une modernisation des points de contrôle, des douanes et des forces de l'ordre. Des formations régulières et des échanges avec d'autres nations du Sahel pourraient également permettre de renforcer la capacité de réponse face aux menaces. Le pays doit également adopter des technologies avancées pour la surveillance
et l'interception des trafics illégaux et garantir une plus grande transparence dans les opérations de sécurité. Pour commencer, décentralisation et réforme administrative. Le processus de décentralisation est essentiel pour assurer une gouvernance plus proche des citoyens, en transférant plus de pouvoir aux autorités locales et en créant un cadre juridique transparent pour la gestion des ressources. Le Burkina Faso peut réduire la corruption et améliorer l'efficacité administrative. L'intégration des communautés locales dans les processus de décision est cruciale pour la stabilité à long terme. Pour commencer, mobilisation des ressources locales et internationales. Bien que l'indépendance soit au cœur de la stratégie, le Burkina Faso doit toujours chercher à établir des partenariats avec des voisins africains pour des initiatives régionales communes. La coopération internationale, bien que secondaire à l'autonomie, peut apporter un soutien crucial sous forme de ressources pour les infrastructures et la formation, tout en respectant la souveraineté du pays. Pour commencer, réformes économiques et une inclusion sociale. Pour garantir une stabilité durable, le Burkina Faso doit également se concentrer sur la diversification économique et l'inclusion sociale. Le pays doit encourager l'innovation locale et créer des opportunités d'emploi pour ces jeunes afin de prévenir les frustrations sociales qui pourraient alimenter l'instabilité. En suivant cette feuille de route, le Burkina Faso pourrait non seulement se défendre contre les menaces extérieures, mais aussi renforcer la résilience de ses institutions internes. Le défi est de taille, mais le pays a déjà montré qu'il est prêt à prendre son avenir en main sans attendre l'aide d'autrui. Lorsque l'opération de saisie des cargaisons explosives a pris fin, l'image des douaniers et des militaires burkinabés, debout sur le sol poussiéreux sous le ciel du Sahel, marquait un tournant décisif. Ce moment silencieux mais chargé de sens représentait bien plus qu'une victoire sur des réseaux criminels. Il symbolisait le courage d'un peuple qui avait refusé de se soumettre. Le capitaine Ibrahim Traoré, loin d'être un héros isolé, incarnait la volonté collective de se défendre et de restaurer la dignité nationale. Dans cette scène, le poids de l'histoire était palpable. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme fragile et dépendant, avait montré au monde qu'il pouvait défendre sa souveraineté, et plus encore, sa foi en l'avenir. Le pays n'avait pas seulement capturé des explosifs et des produits chimiques, il avait capturé son propre destin. Les soldats et les civils, unis dans ce combat, avaient fait un serment tacite, celui de protéger non seulement leur pays, mais l'espoir d'un futur meilleur pour leurs enfants. Ce moment, aussi insignifiant qu'il puisse sembler pour certains, était bien plus qu'une simple victoire militaire. C'était une leçon d'humilité et de résilience pour le monde entier. Le Burkina Faso avait prouvé que même face à la plus grande adversité, l'esprit de la nation peut survivre, se renforcer et triompher. Le parcours du Burkina Faso n'est pas seulement une histoire de résistance, mais un témoignage puissant de ce que signifie réellement la souveraineté. Alors que d'autres nations se battent pour leur indépendance, le pays du Sahel montre au monde que la véritable liberté ne réside pas dans l'attente d'une aide extérieure, mais dans l'engagement collectif pour défendre ce qui est juste. C'est un appel à l'action pour chaque citoyen, chaque communauté, partout dans le monde. Ne jamais accepter la soumission, ne jamais abandonner l'espoir. Cette histoire ne doit pas être oubliée. Pour ceux qui croient en la force de la solidarité, de la dignité et du courage, il est maintenant plus crucial que jamais de se rappeler que chaque geste, chaque décision peut changer le cours d'une nation. Alors engagez-vous, rappelez-vous de cette victoire silencieuse et demandez-vous ce que vous pouvez faire pour protéger votre propre héritage. Partagez cette histoire, discutez-en et faites entendre votre voix. Parce que la souveraineté, comme le montre le Burkina Faso, commence là où l'on choisit de se lever et de défendre ce qui est juste.